Bonjour à tous, bienvenue dans cette salle Alan Turing dans laquelle on va avoir une table ronde un petit peu originale, enfin je trouve en tout cas, moi. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément tous les 4 matins en supply chain. Essayer de voir quelles sont les spécificités françaises. Est-ce qu'il y a un tropisme français sur le supply chain management? Quelles sont, on pourrait dire, les faiblesses, mais on pourrait dire aussi les forces des Français ou des entreprises françaises en supply chain management? Et surtout, est-ce qu'il y a des idées intéressantes à aller glaner ailleurs? Et des fois, peut-être qu'on ne se rend pas compte aussi de la manière dont on pourrait aller justement récolter ces idées, échanger avec d'autres. Donc pour en parler, j'ai avec moi Caroline Mondon, qui est directrice du développement de l'association AFR-SCM, donc l'association française de supply chain management. Francophone. Pardon. Je recommence pas. Association francophone, pardon, de supply chain management. C'est parce que je disais le tropisme français, pardon. Yann de Feraudy, président de France Supply Chain, là pour le coup, je me gourre pas. Et puis Christophe Lénart, vous êtes alors à la fois consultant chez votre société, c'est Catena Strategies. Catena Strategies en Allemagne. Et puis vous êtes président de l'association je ne sais pas comment on dit, TOCICO, qui veut dire Theory of Constraints. International Certification Organization. International Certification Organization. Voilà. Et master aussi, master instructeur du Demand Driven Institute. Voilà. Donc on a quand même du beau monde pour en parler. Moi, première entrée en matière, je vais commencer par un petit tour de table pour avoir votre impression. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on a des spécificités tricolores certaines? Est-ce qu'on a des lacunes? Est-ce qu'on a, au contraire, est-ce qu'on est en avant sur certaines choses en matière de supply chain management? Sans trop développer pour le moment, mais avoir comme ça quelques points de repère. Caroline. Oui, alors bonjour et merci pour cette opportunité de parler de nos métiers qui nous passionnent. Oui, en France, il y a une singularité, c'est que nous pâtissons encore des difficultés de traduction, d'un malentendu linguistique qui fait que... C'est pas francophone et français, c'est pas ça? Non. Bon, ça va. Ce qui fait on veut parfois traduire supply chain et on le traduit par... chaîne logistique, supply, par des choses qui n'ont en fait qu'un rapport lointain avec le métier. Le métier de supply chain management, c'est un métier qui consiste, pour le dire vite, à coordonner des flux, tout un tas de flux, d'un bout à l'autre de la planète. Et donc, nous avons dans notre association des supply chain managers qui ont des métiers internationaux, qui ont besoin de parler le même langage d'un bout à l'autre de la planète. Et c'est comme ça que nous nous rendons compte, depuis 35 ans que nous existons, qu'il y a dans certains pays des avancées dont nous pourrions profiter. Et pourquoi nos supply chain managers ne s'en rendent pas compte de ça alors? Nos adhérents se rendent compte parce que certains de nos adhérents qui voyagent et qui exercent leur métier à l'international nous ramènent des bonnes pratiques qui sont efficaces, qui sont testées et qu'on aurait intérêt à utiliser en France. Et on a en France, et plus particulièrement en France, mais en francophonie, pour des raisons de traduction, on ne les utilise pas autant qu'on pourrait. Et c'est pour répondre à votre question, oui, il y a une particularité. On a du mal à intégrer des bonnes pratiques internationales qui sont en anglais. On parle anglais quand même, faut pas... Non? Yes, we do. Moi, je suis assez étonné d'entendre ça quand même. Dans le monde de la supply chain, il y a tout le monde parle anglais. 100%, 90% de la littérature internationale en anglais ne sera jamais traduite en français et les 10% restants le seront avec 10 ans de retard. Et on lit déjà pas beaucoup, mais alors lire l'anglais, c'est quand même assez rare. Bon, maintenant, il y a ChatGPT. Oui, ça va certainement beaucoup aider. Oui. Il y avait aussi un
un autre point qui me paraît intéressant, c'est aussi la différence finalement qu'on peut faire entre les grandes entreprises et les PME en matière de supply chain management. Oui, il y a une grande différence. Tout le monde n'est pas égal devant la... Et ne serait-ce que parce que les grandes entreprises, étant par nature internationales, elles ont accès à ces bonnes pratiques d'un bout à l'autre de la supply chain et elles en font profiter leurs collaborateurs francophones. Mais les entreprises plus petites ont plus de mal à accéder à ces bonnes pratiques qui, en quelques mots, évitent de réinventer le fil à couper le beurre, quoi. Et donc ça, c'est un peu l'objectif d'AFR SCM. Voilà, notre objectif, c'est de mettre à la portée de nos amis francophones des bonnes pratiques qui existent, qui ont été prouvées, démontrées autour du monde et qui n'accèdent pas facilement parce que déjà les directeurs généraux souvent d'entreprises confondent logistique, supply chain. On parle de supply alors que ce n'est pas notre métier, la supply. Nous, on est dans le supply chain management. C'est un petit diminutif affectueux. Oui, mais c'est un diminutif mortifère. Ah bon, mortifère. Bon, faites attention. Je le dis, hein. Okay. Tu me demandes mon avis, oui, je te le dis. Tu m'avais déjà dit, mais okay. Mortifère. Très bien. Yann, est-ce qu'il y a justement des spécificités françaises de ton point de vue? Oui, alors il y en a, mais je vais y revenir. Mais juste avant, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Caroline. Je pense qu'il y a des choses qui sont particulièrement justes, c'est qu'il y a un petit problème de traduction. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a du mal avec supply chain management. Lorsque l'ASLOG a décidé de s'appeler France Supply Chain by ASLOG en 2020. Moi, j'ai reçu un mail sur ma boîte pour m'expliquer que c'était pas très bien, qu'on ne respectait pas le français, qu'on devrait dire chaîne d'approvisionnement ou que sais-je encore. Et donc, d'ailleurs, je n'étais pas le seul parce qu'on a tous ça sur notre boîte. Il y a un monsieur qui en a fait sa vocation, sa mission dans la vie, que de redresser en fait le vocabulaire que nous utilisons. C'est pas mauvais, hein, mais en l'espèce, là, je trouvais que c'était totalement contre-productif parce qu'on n'y arrive pas. Mais peut-être. Et moi, j'ai pas envie de répondre à ce genre de mail parce qu'on n'en sort jamais, mais de discuter, c'est toujours un vrai plaisir. J'aurais envie de dire qu'en termes de traduction, nous, les Français, on est très forts pour inventer des trucs et se les faire piquer par les anglo-saxons. C'est-à-dire que ainsi, le marketing, c'est en fait la marketing inventé en France. Et maintenant, on se bouffe des bouquins, Kotler, etc., qui nous expliquent la vie. Mais en fait, je dirais que c'est un peu venu d'ici. Et moi, j'ai vécu cette transformation de la logistique. Et puis on l'a vécu même au titre de l'association qui s'appelait ASLOG, Association pour la logistique, puis des logisticiens pour la supply chain. Puis finalement, on s'est dit, mais nos adhérents, les gens qui travaillent sur nos sujets avec nous, ils sont tous patrons de supply chain. Ils sont aussi patrons de la logistique parfois. Mais bon, et pour expliquer le sujet, moi je vois qu'à chaque fois, j'ai besoin de faire une introduction. Voilà, de la même façon, quand je dis, moi j'ai été directeur général des opérations d'un grand groupe de cosmétiques, ouais, c'est quoi les opérations oui, parce que mes filles disaient, papa il fait des soustractions et des additions. Mais en réalité, c'est les achats, la production, la logistique. Et en fait, tout ça, c'est une chaîne de valeur qui mimique en fait et qui est supportée par la supply chain. Moi, j'ai coutume de dire que ça orchestre les flux, en fait. C'est vraiment le chef d'orchestre. Bon. Tu es encore obligé d'expliquer ça? Ah, mais je suis obligé d'expliquer. J'explique à tout le monde. Moi, j'explique à tout le monde. Au grand public, tu veux dire? Non, au grand public. Ou quand, direction générale? Ou quand des gens m'invitent à discuter pour, je sais pas, est-ce que vous voulez être administrateur dans mon entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Je dis, voilà ce que j'ai fait avant. Voilà ma vie. Et je suis obligé d'expliquer parce que c'est pas toujours très simple. Bon, donc on est passé là-dedans et pour terminer sur un truc très positif quand même. Puis je vais terminer quand même sur ce que tu as dit, Caroline. C'est les bonnes pratiques. Moi, je suis très gêné parce que depuis qu'on s'appelle France Supply Chain, on a voulu se déplacer vers l'étranger aussi, créer des chapters. On y reviendra. Et il y a un monsieur qui est un ami depuis qu'on était expatriés ensemble en Angleterre, donc qui est Florent Ménégo, qui un jour me dit « Mais ton truc, ça ne marchera jamais, parce que France Supply Chain International, c'est un méga oxymore. »
Et le problème, c'est que quand on va à l'étranger et qu'on dit, voilà, on va faire un chapter France Supply Chain, alors déjà, ils disent France Supply Chain, non, non. Et alors après, une fois qu'on a expliqué ce que c'était, il dit, et on échange des bonnes pratiques. Il dit, parce que nous aussi, on a des bonnes pratiques, les gars. Et donc, je pense qu'il y a des pratiques. Il y a des pratiques qui sont bonnes à échanger, qui sont bonnes dans un certain contexte, qui sont bonnes peut-être dans un certain pays ou qui sont bonnes dans une certaine industrie, mais il n'y a pas une sorte d'universalité de la bonne pratique, sauf peut-être celle qui touche aux pratiques comptables, où là, il vaut mieux pas se gourer, ni dans le compte personnel et le compte de l'entreprise, mais ni dans la colonne droite et la colonne de gauche. Ça, c'est le truc. Alors, pour terminer sur une spécificité très positive dans la supply chain, oui, on attend ça. Dans la supply chain, il y a un volet d'exécution logistique. Et moi, je prétends qu'il y a un French flair là-dedans qui est considérable. Nous avons parmi les meilleurs prestataires au monde. Et je ne fais pas de publicité ni pour les uns ni pour les autres, parce que la réalité, c'est que tous ceux, par exemple, qui se sont lancés aux États-Unis, alors on peut les nommer, Stacy, ID Logistique, Geodis, par exemple, pour nommer que ces trois-là, ils ont tous super bien réussi. Et il y a, à mon avis, une excellente raison à ça, c'est qu'il y a une volonté de la performance et du service qui est exacerbée ici en France avec de la compétition, qui fait qu'on a des idées, qu'on est très créatif, et que quand on arrive dans un monde très vaste comme aux États-Unis, où en fait il y a relativement peu de concurrence parce que c'est tellement vaste que c'est plutôt par État, etc., et qu'en plus ils sont dans une logique dite de cost plus, donc ça coûte et je rajoute ma marge, il y a quand même très peu de valeur créée. Et que quand ils arrivent à bousculer là, il y a vraiment quelque chose. Donc il y a ça, et bien sûr, il y a bien d'autres choses sur l'optimisation des flux et tout, où je pense qu'on est assez fort aussi. Donc là, c'est plus sur l'exécution. Là, pour le coup, on reparle de logistique. Alors, ça va être désolé, un peu confusing. Pardon pour mon anglicisme. Christophe, vous voyez d'outre-Rhin, vous voyez ce peuple français de la supply chain. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voyez justement des différences, et est-ce que le supply chain management en Allemagne est mieux compris par le commun des mortels? Bon, merci. Ça fait à peu près 25 ans que je suis un peu l'évolution dans nos pays. Et je ne vais pas citer DHL ici. Ah oui, voilà, je pense qu'on a, dans les deux pays, on a les grands qui sont venus du monde de la logistique et qui se sont développés vers le supply chain management. Et quand on regarde les top 10 de Gartner, il y a 2 Français, 0 Allemands. Au top 25, il y a quand même 2 Allemands parmi 3 Français. Ah oui, il y a Schneider Electric. Il y a Schneider, L'Oréal. Ouais, voilà. Il y en a 3. Voilà. Et donc, ce que j'observe souvent, c'est que ces entreprises phares, c'est important en France d'avoir le phare. Sinon, on est perdu. Et chez nous, on a plus une culture du supply chain management qui est beaucoup répandue dans les ETI, dans les PME, et ça fait partie du tissu économique. Ouais. Et personnellement, je n'aime pas trop le mot supply chain. Je préfère de parler d'un réseau. Supply network. Ouais, un network. Et c'est comme quand vous allez à la pêche avec un filet. S'il y a des trous là-dedans, vous aurez du mal à attraper les poissons. Okay. Voilà. Et alors, si on peut parler quand même de TOCICO, sur la théorie des contraintes, parce que la théorie des contraintes, est-ce qu'en Allemagne, par exemple, on sait qu'en France, il y a une lacune. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de formation aujourd'hui. Et comment ça s'explique? Est-ce qu'en Allemagne, c'est différent? Et pourquoi il y a une approche différente? On est un peu plus avancé là-dessus, c'est vrai. Et on a aussi un peu la culture de regarder avec un œil systémique. Donc on regarde plutôt de chercher... C'est une question culturelle. C'est une question culturelle, oui. Et on est cartésien. Voilà, vous êtes plutôt cartésien, et nous, on regarde plutôt le système dans sa globalité, et c'est là que ce que fait la théorie des contraintes.
Vous prenez un système et vous l'étudiez pour comprendre son fonctionnement. Donc ça, au départ, c'était Eliaou Goldratt. Voilà, Eli Goldratt. Donc ça, c'était il y a 40 ans, c'est ça? Voilà, donc il y a 40 ans, il a le fameux livre Le But, qui continue à être un best-seller. Il est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires jusqu'ici. Donc c'est vraiment impressionnant. Et c'est là où on trouve les fondements de la théorie des contraintes. Ouais. C'est ça qui mène aux demand-driven, etc. Voilà. C'est un peu l'origine qui a ensuite essaimé sur plein d'autres idées qu'on voit aujourd'hui. Mais cette théorie des contraintes, elle nous dit encore quelque chose. Caroline, est-ce que là, aujourd'hui, on parle là, le thème général, c'est justement dans un monde incertain, les différents scénarios, comment se préparer. Est-ce que la théorie des contraintes, elle peut nous amener à justement être prêt à des éventualités qu'on n'a pas forcément anticipées? Oui, alors vous venez de le dire, la théorie des contraintes, c'est une approche systémique de l'entreprise. Et ça, rien que ça, c'est déjà un progrès énorme. Quand on regarde l'entreprise comme un système dans lequel les interfaces entre les parties du système sont aussi importantes que les parties elles-mêmes. Parce que ça va entraîner un décloisonnement et ça va entraîner une meilleure circulation des flux. Or, le flux de la supply chain, c'est de l'argent et c'est de la satisfaction client immédiatement. Et donc, oui, la théorie des contraintes, c'est extrêmement riche. Il y a un paradoxe dans le fait que le livre Le But, dans sa traduction française, est un best-seller à la FNOR depuis plus de 20 ans, mais il n'y avait pas de formation qui permettait d'accéder de manière facile à ce concept. Et j'ai le plaisir d'annoncer que depuis l'année dernière, grâce à Christophe, 2 universités parisiennes enseignent les fondamentaux de la théorie des contraintes, que grâce à notre entreprise adhérente Essilor, cette formation va être bientôt disponible pour les professionnels. Et donc, on va commencer avec beaucoup de retard à découvrir un champ énorme d'outils, de méthodologies. Et nous avons aussi cette année, au Salon, le plaisir de lancer un nouveau contenu pour le dire vite, résolution de problèmes dans la supply chain, qui s'appelle BBIT, Black Belt in Thinking. Ça nous vient d'Australie. Nous avons les 2 premiers certifiés francophones ici au Salon. Et notre association s'est donnée pour mission de lancer comme ça des trucs qui marchent ailleurs, qui ont été hyper démontrés en Australie et dont on va pouvoir profiter entre francophones grâce à des adhérents de notre association qui acquièrent le contenu, qui le mettent à la culture du pays, qui vont par exemple expliquer pourquoi l'approche cartésienne a été excellente pendant des années, mais aujourd'hui, elle a trouvé ses limites face à un marché très volatile. Et donc oui, comme tu le disais très justement, la théorie des contraintes est à l'origine de cette approche systémique qui permet de s'adapter dans un monde VUCA, variable, incertain, complexe, ambigu. Et c'est ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, oui. Mais qu'est-ce qui explique ce hiatus entre d'autres pays qui seraient plus en avance? Là, c'est ce que tu disais au début sur à la fois le côté traduction, etc. Ou bien là, il y a vraiment quelque chose d'un cloisonnement des silos qui sont beaucoup plus culturels en France? Oui, je pense qu'on peut revenir à l'explication qui a été donnée au début. Il y a eu un problème linguistique qui a fait que le sujet supply chain management et donc le fait de signer le chèque pour une formation eh bien, n'était pas au bon niveau dans la conscience du management de l'entreprise. Il y a un mot qui, en général, fait tout de suite mouche. La logistique, l'appro, ce sont des très beaux métiers dont on a évidemment tous besoin, mais ce sont des centres de coûts. Et quand vous rencontrez la direction générale d'une entreprise et que vous lui parlez profit, service client, capturer de nouvelles parts de marché, ce qui est le but
du supply chain management. C'est marrant, mais là, la direction générale tend l'oreille. Et là, du coup, on va avoir des décideurs qui vont pouvoir décider de transformer leur entreprise vers une entreprise managée de façon systémique. Mais le paradoxe, c'est quand même qu'il y a plus d'une centaine de formations en supply chain management en France. Alors c'est quoi? C'est parce que c'est des formations qui sont en bac plus 5 et que finalement les PME par exemple n'ont pas forcément accès à ce genre de compétences, parce que finalement est-ce que c'est la même chose outre-Rhin? Est-ce qu'on a justement une formation plutôt au supply chain management? Est-ce que ça peut être une explication? Christophe l'a dit tout à l'instant, le supply chain management est enseigné et dans la vie des citoyens allemands industriels beaucoup plus tôt que chez nous. Et il y a effectivement une spécificité française qui est que les bonnes pratiques internationales ont commencé à être enseignées dans les écoles, les universités, commerce, ingénieurs, etc. Il y a à peu près une dizaine d'années, à bac plus 5 à 7. Or, nous avons besoin de jeunes formés en supply chain management dès bac plus 3 pour qu'ils puissent être embauchés d'abord dans des PME, des ETI où ils sont évidemment moins chers que des bac plus 7, mais pour qu'ils puissent aussi rentrer dans les équipes de bac plus 5 ou 7 qui managent des fonctions supply chain. Et quand vous managez une fonction supply chain à un certain niveau et que vous n'arrivez pas à recruter dans les différents territoires, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le faire ailleurs, là où il y a un bassin d'emploi qui vous permet de trouver des compétences utilisables tout de suite. Donc il y a peut-être un sujet formation. Et je pense il y a un sujet formation. À FRSCM et toi-même, tu t'y emploies. On passe la moitié de notre temps à FRSCM à accompagner des universités. Beaucoup d'universités s'intéressent de plus en plus au supply chain management, en particulier les IAE. Qui sont des formations très intéressantes parce que très généralistes. Et donc, de plus en plus d'IAE font rentrer dans leur cursus des formations aux bonnes pratiques internationales qui vont permettre à leurs collaborateurs de prendre des postes, enfin à leurs étudiants, leurs jeunes, de prendre des postes dans des fonctions internationales en supply chain management. Et on se sert, comme tu le sais, de serious game, de simulation numérique, qui permettent très rapidement aux jeunes de comprendre à quoi ça sert d'apprendre ce métier-là. Bon, alors, je vais passer, on parle d'international. Mais juste pour clore ce truc-là. Pour clore Oui, sur la formation. Moi, je vous invite tous à vous loguer sur le site de France Supply Chain, sur lequel on sort la version 3 de notre répertoire de toutes les formations en France en matière de supply chain. Très bien fait. Très bien fait. Et qui permet en fait d'y voir clair, à la fois en tant qu'employeur, étudiant, parent d'étudiants, voilà, pour essayer de faire des choix. Et qu'au conseil d'administration de France Supply Chain, moi, j'ai incité les administrateurs à se rapprocher des comités de perfectionnement des instituts, universités et écoles, de manière à ce qu'on puisse dire, bon, voilà ce qui nous serait utile. Voilà ce qui serait bien que vos étudiants regardent, soit dans le détail, soit qu'ils aient au moins un vernis, pour savoir que c'est intéressant et qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Tu as abordé le sujet là, tout à l'heure sur les chapters international. Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des remontées justement des différents chapters pour savoir un petit peu à la fois si les préoccupations sont un peu différentes suivant les géographies ou si est-ce qu'il y a des sujets sur le haut de la pile qui sont plus avancés aux États-Unis, en Asie, etc. Ou est-ce qu'en France, notamment, je sais pas, l'économie circulaire, enfin supply chain circulaire, etc., où France Supply Chain est assez impliquée. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs et on est plutôt en avance? Donne-nous un peu ton paysage à toi. Notre idée de faire des chapters pour France Supply Chain, c'était celle-là. Alors, pour poursuivre le fil avec Florent Ménégo, c'est qu'on a essayé de faire, du coup, un réseau.
en disant, voilà, nous, on fait partie d'un réseau international d'experts qu'on essaye de monter. Et donc, nous, on a France Supply Chain, mais il y a aussi Maroc Supply Chain, il y a Shanghai Supply Chain, il y a Singapour Supply Chain, il y a New York Supply Chain, et puis il y en a un certain nombre dans les pays d'Afrique. Bon. Et donc, en préparant, je me suis dit, tiens, je vais aller envoyer des coups de fil, des mails aux uns et aux autres. Non, mais qu'est-ce que vous avez à me dire de spécifique? Quels sont vos sujets? Parce que nous, effectivement, en Europe, c'est sûr qu'on est très passionnés, au sens très littéral du terme d'ailleurs, du bilan carbone. Beaucoup de gens commencent à s'intéresser à la circularité des matières, et donc non seulement à l'économie circulaire, mais à la supply chain circulaire. Parce que, bon, moi j'ai fait partie de ces générations qui, pendant 40 ans, a fait de l'optimisation de supply chain linéaire. On a fait un super boulot, hein. Non, je trouve qu'on a de quoi être fiers, parce que dès qu'on veut changer quelque chose en matière de circularité, ça coûte plus cher. Donc ça veut dire que déjà sur cet indicateur-là, sauf qu'on n'a jamais pris en compte les externalités négatives et tous ces trucs-là. Et donc là, évidemment, quand on fait le bilan global, peut mieux faire. Bon. On s'intéresse bien sûr à l'intelligence artificielle et à la digitalisation. Je vais dire un truc comme ça. Là, ça va être c'est un peu mon leitmotiv de faire Monsieur Ronchon. Mais l'intelligence artificielle, moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu comme teenage sex. Plus on en parle et moins on en fait. Vous voyez ? Donc on va avoir un tout petit peu de réajustement, je pense, entre les merveilleuses promesses qui nous sont faites et la dure réalité de l'échec à 95% de tous les projets d'AI. D'accord ? 95%. 95%. Tu pèses tes mots. Non, je pèse mes mots, c'est une réalité, c'est un rapport qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. La technologie y arrive toujours. Moi, quand j'étais patron des systèmes d'information dans le groupe Rocher, on était en re-engineering de tous les sites internet et on se faisait pourrir la vie parce que ça ne marchait pas, parce qu'on avait acheté un super truc, un truc génial hein, chez SAP là, qui s'appelle Libris, qui est superbe, d'accord ? Mais on n'arrivait pas à le faire marcher correctement du premier coup. On s'est fait incendier. J'ai dit, les gars, la technologie y arrive toujours. Donc, préparez votre business, préparez les process. C'est ce qu'on aurait dû faire avant. Mais voilà. Mais donc, en fait, il y a une vraie réalité aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle où on se fait quand même raconter beaucoup de choses. Alors, Nord-Amérique, puisque ça vient quand même beaucoup de là aussi, le bruit et puis l'investissement, en fait, aujourd'hui, ils se passionnent, bien entendu, et encore plus que nous, pour les tarifs douaniers. Parce que ce qui les enquiquine, c'est qu'au lieu de faire du service du Canada vers les États-Unis, il va falloir maintenant faire l'inverse. Et que ça demande énormément de simulations, des simulations dans tous les sens. Donc ça, c'est un topic, le jumeau numérique, la simulation pour essayer de savoir où est-ce que je mets mon usine, d'où vont venir les flux, etc. Et toute la scénarisation. Bien sûr, digitalisation. Bien sûr aussi de l'IA, mais est-ce vraiment de l'IA ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sur des systèmes experts, enfin la bonne vieille intelligence artificielle qu'on a connue quand on avait 25 ans. Et puis, il y a un truc que tout le monde ne sait pas. Ça a un peu évolué quand même. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, tu m'accordes ça quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tas de trucs qui marchent en intelligence artificielle, et les trucs qui marchent remarquablement, ce sont d'ailleurs justement les moteurs de règles, etc. Les trucs qui sont très très éprouvés et à l'échelle. Il y a une entreprise comme Michelin qui fait aujourd'hui des bons spectaculaires dans ses prévisions de vente grâce à ça, et pas avec de l'intelligence artificielle générative et tout le bordel et son train. C'est autre chose. Ça va marcher, ça aussi. Et il y a d'ailleurs des use cases. Il y a des use cases qui marchent très bien. On a un lab digital qui fait un use case toutes les 6 semaines. Donc on peut en parler, des trucs qui marchent. Mais à l'échelle, c'est une autre histoire. Et il y a un truc qu'on ne sait pas bien non plus, c'est que la Chine investit massivement. Et que le premier investisseur en industrie en Chine, au Mexique, c'est la Chine. Voilà. Et donc c'est quand même assez intéressant. Et puis enfin vient l'Asie. Alors l'Asie, ils nous ont dit, nous on parle pas de circularité, c'est pas notre truc. On n'en parle pas du tout. On parle pas du tout de compliance parce que en fait ça coûte tellement cher de pas être dans la légalité. Réfléchissez bien, parce que nous, on est toujours à faire le borderline, chercher l'optimisation de ceci, optimisation fiscale, gna. Ça coûte tellement cher qu'en fait, on est dans les clous de la loi du premier coup.
Donc, ce n'est pas un sujet, la compliance. Ensuite, bon, bien sûr, il y a des histoires autour de la sustainability, mais c'est devenu plutôt numéro 2 en ce moment. Ce qui prime, c'est... Alors, c'est marrant parce que c'est l'intelligence artificielle, en effet. Mais alors, eux, ils y vont de façon prudente avec des use cases. Moi, j'ai vu des trucs étonnants d'une start-up française à Singapour qui analyse de façon exhaustive des factures de fret, d'accord, des factures qui peuvent faire plusieurs dizaines de pages, hein, et que personne ne regarde parce que personne n'y comprend rien. Et en fait, ils font des analyses exhaustives et sur leur premier POC, c'est 25% d'économie pour leurs clients. Alors après, ça se réajuste parce que les gens se recalent. Mais il faut savoir que ces trucs-là existent. Ça, c'est de l'IA quand même. Et ça, c'est de l'IA. Vraiment de l'IA générative en plus. Ensuite, bien sûr, ce qui compte aussi, c'est les coûts et la performance. Et ça, ils sont à fond là-dessus. Bah ça, tout le monde y est, non? Est-ce que ça, c'est une spécificité Ouais, mais c'est-à-dire qu'eux, ils avaient des salaires qui étaient assez bas, qui augmentent énormément. Ils ont une pression qui est une pression sur les surfaces, qui c'est pas la ZAN, mais eux, ça coûte super cher. Donc ils font en fait des entrepôts en étage pour faire des gains de place. Ils sont pas trop emmerdés par les services des pompiers et autres là-dessus, mais voilà. Donc ça, c'est contrairement à nous. Hein. Alors, Afrique, là encore, c'est la Chine qui investit, qui prend des positions sur les matières premières, qui prend des positions sur la route de la soie étendue, mais là, c'est vraiment pour aller chercher des matières premières. Donc, c'est très, très intéressant. C'est la course... Donc ça, c'est des sujets de réflexion dans le chapter. Absolument. C'est la course à la côte atlantique, sous la forme de hub. Qui va gagner cette course à la côte atlantique? Et vous avez un pays comme le Maroc qui est extrêmement dynamique, qui investit beaucoup là-dessus. Et je veux dire, le roi est vraiment aux commandes sur ces sujets. C'est lui qui a voulu Tanger Med d'un côté et de le mettre du bon côté de Gibraltar, justement pour que du point de vue trafic, ça se passe bien pour ce port qui est devenu en une dizaine d'années le 19e port mondial. Et puis, il y a bien sûr le port de Darla dont le projet est d'abreuver toute l'Afrique de l'Ouest. Bon. Après, avec des fortunes diverses, hein, l'Afrique du Sud, c'est la crise, et la partie est de l'Afrique, ça va plutôt mieux. Mais il y a quand même cette dynamique qui est là. Et la question qui se pose autour de l'IA en Afrique, c'est, mais comme on n'a pas les basiques, comment on fait ? Et est-ce qu'on va sauter une étape? Voilà. Et ils n'ont pas de problème de traduction. Bah, ça dépend. Hein. Bon, Christophe, est-ce que si on revient un petit peu au côté tropisme français, etc., mais sur la théorie des contraintes, est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai état d'esprit à changer dans les entreprises? Et là, on parle à la fois des PME. Je pense que les PME, c'est peut-être d'ailleurs le gisement le plus important sur cette partie-là. Mais finalement, c'est quoi le pas qu'il faudrait faire? Il y a une transformation, la vision justement systémique, de passer de silo à systémique. Est-ce que c'est compliqué? Comment on fait pour ça? Vous l'enseignez, vous? La théorie des contraintes, c'est très simple. On a un système, n'importe quel système, une supply chain, une entreprise, tout le monde qui est là, on est tous un système et on veut faire quelque chose. On veut avoir de la performance. Et il y a quelque chose qui limite la performance, qui nous freine, qui nous bloque. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Mais il faut d'abord le trouver et ensuite, le seul moyen pour améliorer la performance, c'est d'attaquer cette contrainte au lieu de faire autre chose. Et ça, c'est toute la théorie des contraintes en quelques mots. Et on connaît ça, par exemple, en agriculture. Hein. Quand je n'arrose pas mes plantes en été, je sais ce qui va se produire. Et aujourd'hui, depuis les 40 ans, en fait les 40 ans du livre Le But, mais depuis, le monde a beaucoup changé. Il est beaucoup plus volatile. On parle du VUCA. Moi, je préfère parler du VUCA avec 2 C.
Et le deuxième C, c'est la contrainte. Et la contrainte, elle peut être ici aujourd'hui et ailleurs demain. Donc aujourd'hui, j'ai un problème au niveau des matières premières. Demain, c'est une pénurie de conteneurs. Puis j'ai un souci aux opérations. Et puis il y a la demande du marché qui n'existe pas. Donc ça peut changer très très brusquement. Et si dans ce cas-là, on continue une chasse qui change chaque jour, on n'attrapera jamais la proie. Donc la théorie des contraintes nous dit que dans cet environnement, il faut d'abord stabiliser la situation à travers des buffers. D'accord. Oui, pour faire le lien avec la question sur la culture, quand on est dans une entreprise où il y a des silos et où on cherche à réduire des coûts, eh bien, on crée des contraintes partout. Et donc, quand à l'extérieur de ce système, plein de contraintes figées, on a un marché qui est fluctuant, eh ben, les flux ne traversent plus. C'est aussi simple que ça. Et notre culture d'entreprise, évidemment pas dans toutes les entreprises, mais dans un certain nombre, on est dans une culture assez hiérarchisée, assez cloisonnée, et on est aussi dans une culture de réduction des coûts. Dans beaucoup d'entreprises, encore, on est dans une culture de réduction des coûts. Ça, c'est au niveau mondial, c'est pas qu'en France. Non, où on a en vraiment... France, oui, beaucoup. Alors, ah ouais. ça tient à la formation, sans doute, des financiers, etc. Mais le supply chain manager qui n'a pas l'oreille de sa direction est souvent en opposition avec des services financiers qui vont lui demander de réduire les coûts par endroit. Eh bien, vous réduisez les coûts, vous créez un bottleneck, un goulet d'étranglement. Goulet d'étranglement, ça veut dire le flux ne circule plus. Et là, vous obérez la performance globale de l'entreprise. La seule personne qui peut libérer ces contraintes, qu'elles soient dans n'importe quel des services de l'entreprise, c'est le comité de direction. Et le problème, c'est que, encore aujourd'hui en France, les sujets supply chain management ne sont pas suffisamment au comité de direction et voilà. D'accord, c'est pas encore remonté, ils ne sont pas encore compris. Pas encore assez haut toujours dans cette dans la histoire prise de aussi, on décision. remonte. Il faudrait que l'enseignement, il y a 10 ans ou 20 ans, ait pu justement sensibiliser ces personnes-là. Oui, mais on peut être optimiste, puisque des gens formés Ça aujourd'hui vont commence bientôt maintenant, prendre des fonctions de direction générale. Mais juste pour donner des exemples, est-ce qu'il y a, alors en France, sur la théorie des contraintes en elle-même, je ne saurais pas, moi je saurais dire, sur le DDMRP, on a eu plein d'exemples grâce à FRSCM sur Supply Chain Event ces dernières éditions, mais d'exemples emblématiques au niveau mondial, disons, est-ce qu'aujourd'hui, sur la théorie des contraintes, on peut donner justement des bons élèves qui ont transformé leur manière de voir la supply chain et comment la piloter? Oui. Là, je reviens de notre conférence internationale aux États-Unis. Et chaque année, on donne un prix au meilleur projet. Et cette année-ci, c'est la société Belgotex qui l'a remporté. C'est le premier producteur africain de tissus et de gazon artificiel. Et eux, ils ont commencé à mettre en place la théorie des contraintes au niveau des ventes parce qu'au début, ils avaient beaucoup de capacités, mais pas de clients. Donc, on peut l'appliquer d'ailleurs à tous les secteurs de l'entreprise. À tous les secteurs. Justement parce que c'est systémique, oui, on peut étendre le système voilà. jusqu'où on veut. Et dans ce cas-là, il n'y avait aucun intérêt à améliorer la productivité, par exemple. Si vous ne vendez pas, pourquoi produire mieux? Alors, ils ont commencé là, et puis la contrainte est revenue à la supply chain. Et donc, ils ont mis en place les logiques de pilotage de la production de la supply chain avec la théorie des contraintes. Et ça leur a permis d'augmenter la profitabilité de presque 300% au cours d'une année. Ils ont là, j'ai les chiffres devant moi, donc le on-time and in full, livraison de fiabilité, est passé de 20% à 87%. C'est quand même
ça paraît tellement étonnant qu'on aura peut-être du mal à croire à ces chiffres, mais c'est la force de la focalisation de tous les efforts sur la contrainte. Est-ce que ça veut dire qu'en termes d'organisation, de process, je sais pas, par exemple, les prévisions sont moins importantes que le rôle qu'on leur donne aujourd'hui, par exemple? Est-ce que ça modifie, ça va jusqu'à modifier ce type de fonction dans l'entreprise? Tout à fait. Ouais. Donc, au lieu d'essayer de chasser des prévisions encore plus affinées, il faut stabiliser le système. Et pour cela, on peut se servir des buffers, ça peut être du stock, du temps, de la capacité, des compétences, pour créer une situation qui est beaucoup plus facile à gérer. Et ensuite, à travers votre performance opérationnelle et de supply chain, vous devenez tellement attractif pour les clients que ça devient plus facile de faire des prévisions. Bon, quand on l'entend comme ça donne envie, hein. Bon, ça fait un peu penser à la plateforme de stabilité là, mais du président Macron, mais c'est pas ça. Hein. Donc une plateforme, faut toujours stabiliser avant, donc c'est bien. Les systèmes vivants sont par nécessité stabilisés. Or, ils sont soumis à de multiples contraintes. Mais là, en ce moment, tu es assis, tu es stabilisé. Pourtant, il y a des contraintes partout. Parce que tu es vivant, eh bien, tu es un système. Et quand on aborde l'entreprise comme un système, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Et les performances sont spectaculaires, effectivement. Quand on a lancé, grâce à Supply Chain Event, que tu le rappelais, la Demand Driven Adaptive Enterprise avec le DDMRP, et donc ces buffers qui permettent à tout moment à l'entreprise de se stabiliser comme si elle était sur un coussin d'air, eh bien forcément, les flux circulent mieux et donc le cash rentre plus tôt et permet d'investir, par exemple, dans la circularité, dans la responsabilité sociétale, etc. Mais la question quand même qui me vient, j'ai envie quand même de poser cette question. Là, Christophe, on va se tutoyer. Hein. Tu donnes un exemple d'une société alors qui est sans doute très connue, mais on n'a pas d'exemple très emblématique aujourd'hui. Alors, il y a eu Michelin qui a testé, qui a été fait plus que tester sur le demand driven. Mais est-ce qu'il y a des grandes entreprises qui aujourd'hui pourraient être des exemples y compris pour des PME dans ce domaine-là? Donc, Amazon, ça te dit quelque chose? Amazon, oui, je crois, oui. Ouais, donc, il y a un livre que Jeff Bezos demande à tout le monde de lire et de suivre, c'est le but. Donc, il a bâti son entreprise à partir des principes de la théorie des contraintes et ils organisent leur supply chain, leur logistique, tout à partir de cette pensée. On a pas mal de témoignages sur notre site web d'entreprises adhérentes qui ont raconté les success stories de leurs projets. Je l'ai dit, mais des très très grandes. Mais force est de constater, autant le dire franchement, on l'a lancé en France, on a été très fiers de le lancer en France, et puis c'est en train de se déplacer. La France était d'ailleurs en avance. On était pilote mondial, ouais. Parce que notre modèle économique d'association nous a permis de tester la méthodologie. On le fait d'ailleurs pour tout ce que l'on préconise. On le teste dans des PME, parce que dans les PME, on a tout de suite le résultat. C'est très rapide. Et puis, on a fait de multiples fois des conférences ici. Mais force est de constater que le sujet s'est déplacé vers d'autres parties du monde dans lesquelles le supply chain management est beaucoup plus entré dans les mœurs. Alors qu'en France, pour convaincre une grande entreprise d'adopter ces bonnes pratiques, eh bien, on l'a dit, Yann l'a dit, il faut passer par une traduction, c'est lent, et pendant ce temps-là, les autres pays avancent. Ok, donc d'où l'importance de cette conférence aujourd'hui. Exactement, mais j'en suis très heureux. Yann, juste un petit mot, parce que là, effectivement, j'ai entendu là-bas les applaudissements, ce qui veut dire qu'on n'est pas loin
de la fin. Moi, je voulais quand même revenir sur un autre concept. La théorie des contraintes, c'est il y a 40 ans. SCORE, je pense que le modèle SCORE, je pense qu'il va fêter ses 30 bougies s'il ne les a pas fait encore. Sur le modèle SCORE, qui évolue toujours, digital, etc., il y a un projet. Alors, c'est un projet de s'inspirer du modèle SCORE pour faire un indicateur européen et un peu poussé par France Supply Chain. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Ce qu'on a fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on a fait, c'est déjà un indicateur de la résilience. Et on l'a fait en se basant sur ce modèle, c'est-à-dire juste source, make, deliver. Enfin, c'est rien de bien sophistiqué. Et ensuite, de poser des questions qui étaient toujours les mêmes sur chacune de ces étapes. D'accord ? Et de se noter sur une échelle de 1 à 4 pour qu'on n'ait jamais la personne qui se met sur 3, c'est comme ça, on est au milieu et c'est impeccable. Donc il est ressorti de ça 3 leçons que je vous livre. La première, c'est que c'est bien mais peut mieux faire, c'est-à-dire qu'on est à 2,59 sur 4, d'accord. Il y a un petit échantillon qui dépasse, qui est assez marginal, qui doit faire 15-20%, qui ressort à légèrement au-dessus de 3. Donc, en fait, on voit bien qu'en termes de résilience, il y a quand même des progrès. Là, c'est tous les adhérents France Supply Chain qui ont répondu. C'était adhérents ou pas adhérents. On est allé faire pas mal d'interviews assez quali. On a fait ça en fait en partenariat avec Sopra Steria Next et qui allait voir aussi son portefeuille client et puis ils ont proposé ces trucs-là. Le deuxième enseignement, c'est ce que le professeur Kibli, avec qui on a travaillé là-dessus, nous a dit, c'est en fait bust and boost. C'est-à-dire qu'il y a une crise, alors là, le chéquier de l'actionnaire et de la direction générale est ouvert, les mecs, il faut investir, plus jamais ça, tac, bon, voilà. 3 ans après, la situation se calme. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi il y a autant de charges d'investissement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, alors, on va supprimer, on va réduire les investissements parce que tout ça, ça coûte trop cher. Donc, en fait, on est dans une espèce de truc où il faut investir beaucoup, on n'investit plus, on n'a pas tellement de recto tono. Ce qui m'a fait dire à un de mes anciens patrons une fois, rien ne vaut une bonne crise. Il y en a qui disaient une bonne guerre, mais là, c'est une bonne crise. Troisième élément, troisième leçon, c'est finalement, on manque d'outils pour simuler, pour avoir de la visibilité et donc de technologie pour avoir une visibilité end-to-end sur nos supply chains et qui permet d'identifier les signaux faibles. Alors, je dis ça et en même temps, je vous ai dit beaucoup de mal de l'intelligence artificielle, mais j'en connais quand même. Il y en a quand même. Hein. Et qui sont ici d'ailleurs et qui disent, voilà, nous on utilise des moteurs qui nous permettent en fait de capter de l'information non structurée pour vous donner des indicateurs en disant il se passe un truc là au niveau N-3, tier 3 de vos suppliers. Là, il y a un mec qui est en train d'avoir des problèmes sociaux, etc. dans son usine. Prévenez les autres que la couche supérieure qu'il faut s'approvisionner en avance si vous ne voulez pas être en rupture. Donc voilà. Donc ça, on sait qu'on manque encore de beaucoup d'outils. Il commence à y en avoir et c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais donc, il y a quand même du taf. Et puis enfin, partant de là, on s'est dit, mais on aime bien les indicateurs un peu synthétiques. Alors, il y a un indicateur de la performance en logistique qui est un indicateur, en fait, je crois, de la Banque mondiale. Et nous, on pense que ce truc est un tout petit peu suranné. On est combien maintenant? 13e? Non, je sais pas. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. On est parti de 17, on est arrivé à 13, hurrah. Et en fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'il est un tout petit peu lié. Enfin, c'est le tropisme, hein, c'est la fluidité des biens à travers les ports et les infrastructures. Et nous, on pense qu'il faut s'intéresser à l'impact économique, l'impact sociétal, c'est-à-dire combien d'emplois, etc., et l'impact environnemental, bien entendu. Et je pense qu'il faut avoir cette vision-là et d'avoir quelque chose d'assez synthétique, et c'est ça qu'on voudrait travailler, et qu'on veut travailler avec European Logistics Association pour arriver à se dire, bon, au niveau européen, déjà, si on pouvait arriver à s'entendre, et de travailler avec des gens qui font partie de l'ELA, qui sont profs à l'Université de Finlande, et qui ont collaboré au départ avec la Banque mondiale sur l'indicateur. Donc d'essayer de faire, non pas un remplacement, mais un complémentaire. Voilà. Et donc ça, ce sera un indicateur de la résilience supply chain. Alors, il y aura de la résilience, il y aura tous ces trucs-là. On pourra comparer justement. Ce qu'on voudrait, c'est avoir quelque chose qui puisse, en très peu de chiffres, très peu d'indicateurs, dire, voilà, voilà comment est-ce qu'on peut évaluer la supply chain, peut-être d'un pays ou même d'une entreprise, etc. Ok, bon, bah, très bien.
Je vais quand même te laisser le mot de la fin, Caroline. Merci. Non, sur le côté formation, moi j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, même au niveau BTS, etc., il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Oui, C'est depuis intéressant, ça. une dizaine d'années, nous travaillons en étroite collaboration avec des IUT, des instituts de technologie, dans le domaine dans l'évolution des formations en logistique vers le supply chain management et dans l'évolution aussi des formations qualité en supply chain management, parce que tout ça c'est systémique aussi, la qualité. Et nous allons tenter une expérimentation de serious game, donc de faire jouer des jeunes à Bac+1 pour leur donner cette envie de comprendre l'entreprise et peut-être un jour d'en diriger une. Donc des incitations à l'entrepreneuriat systémique avec la supply chain comme levier. Donc des entrepreneurs supply chain inside. C'est Ok. ça. Merci beaucoup, merci à vous trois, c'était passionnant. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé.